Il y avait un choc entre les Rockets et les Lakers, un choc au sommet entre deux équipes très bien classées à l'Ouest. Les Rockets deuxième, les Lakers quatrième, deux équipes qui sont encore plus ou moins en course justement pour finir à la deuxième place, même si Houston a un peu d'avance. Et les Lakers l'ont emporté 104-98. Théo, victoire de Los Angeles dans un match qui avait un petit air de playoff quand même. Ouais, et puis il y a toujours, chaque fois qu'il y a des confrontations, de toute façon, Dylan Brooks, LeBron, ça a toujours, c'est un petit peu explosif. Il y a eu encore des actions assez marrantes. Je sais pas si tu as vu ces actions là où Dylan Brooks essaie de mettre des coups de hanche ou des coups de rein, je sais pas comment on peut expliquer Backshot. autrement. Voilà, LeBron qui essaie de le poster. Et non, bah, match qui a été âpre quand même, et notamment avec une action, j'imagine que vous l'avez vu, mais un contre impressionnant quand même encore de LeBron sur la fin. Là, en fait, il a été ultra clutch en défense. Il a mis deux lancers francs aussi hyper importants pour sceller la victoire. C'est une belle victoire pour les Lakers, je pense. Ouais, une passe aussi pour Hachimura. Alors, les Lakers ont eu beaucoup de mal à mettre des points dans le Money Time. Hein. Pendant plus de 5 minutes, ils mettent pas de panier. Mais le truc, c'est que Houston n'en met pas non plus. C'est une lacune qu'on a souvent pointée du doigt du côté des Rockets. Je parlais d'atmosphère de playoff volontairement parce que c'est un match qui peut faire un peu penser au playoff. Beaucoup de possessions sur demi-terrain, match serré. Et c'est là où on a vu que les Rockets avaient de gros problèmes. À qui passer le ballon C'est comme s'ils ne savaient pas à qui passer la balle. Et comme j'ai dit, les Lakers ne sont pas marqués pendant 5 minutes, mais Houston non plus finalement. Il n'y avait personne pour faire la différence. Ime Udoka n'avait pas l'air non plus de savoir vers qui se tourner. Il a carrément benché. Déjà, il a benché longtemps Alperen Sengun. Et quand Sengun revient, il a benché Jalen Green. Donc il n'a jamais mis ces deux jeunes stars en même temps. Il n'y a aucun joueur de Houston qui a réussi à faire la différence. Et tu l'as dit, LeBron qui a manqué d'adresse sur l'ensemble du match, mais qui contre la tentative de Sengun, qui offre une passe décisive à Hachimura et qui met ses deux lancers. Il finit avec 16 points et 8 rebonds à 5 sur 12. Doncic a mis 20 points, 9 passes, mais lui aussi en étant maladroit, 6 sur 16. Et très bel apport de Finney Smith et Gabe Vincent qui mettent 6 paniers à 3 points chacun, 20 points chacun. Et encore une fois, les Lakers arrivent à gagner un duel contre une équipe bien classée de l'Ouest. Les Lakers qui ont le deuxième meilleur bilan de la conférence Ouest, on l'avait déjà souligné plusieurs fois, et en étant tout proche du Thunder sur leur bilan sur la conférence Ouest. Ouais, en fait, avec Houston, je trouve que ce qui les rend très durs à jouer, c'est qu'ils sont imprévisibles. Et c'est en même temps ce qui les pénalise sur des fins de match de ce type-là, c'est que tu sens qu'il n'y a pas vraiment une structure en place ou Alors je ne vais pas dire un plan de jeu, parce que je suis sûr que le coaching staff a un plan de jeu en tête, mais tu sens qu'il n'y a pas d'automatisme de fin de match serré, de savoir ce que tu disais, à qui on donne la balle, dans quelles conditions, etc. Et c'est ça qui sera intéressant. C'est vraiment, Houston, je les trouve très imprévisibles pour les playoffs, parce que j'ai l'impression que c'est autant une équipe qui, si c'est le bon match-up, peut te rouler sur un premier tour parce que trop athlétique, trop dur, etc. Et c'est aussi une équipe qui, si elle tombe face à une équipe expérimentée qui sait exactement ce qu'elle doit faire et qui applique son plan de jeu à la lettre, peut vraiment se retrouver en difficulté. Donc ça va être passionnant jusqu'au bout. Ouais, tout à fait. Je vais juste donner les stats d'Amen Thompson Ouais, avant d'en oui, oui, finir sur ce match. 20 points, 5 rebonds, 4 passes, 2 interceptions, 2 contres. Sacré perf j'adore. encore une fois d'Amen Thompson. Même si ça n'a pas abouti à une victoire pour les Rockets, qui a quand même gagné 9 de leurs 10 derniers matchs, qui ont récemment pris un peu d'avance à l'Ouest. Ils ne sont pas mathématiquement certains d'être deuxième, mais ils sont plutôt bien partis. Je te propose qu'on reste à l'Ouest, Théo, et qu'on parle quand même du Thunder, Ouais. même si on va parler du Thunder et notamment de ses affrontements avec les équipes de l'Est. OKC a écrasé Chicago 145-117. Le soufflet qui retombe un petit peu pour Chicago. D'ailleurs, ça me rassure. Je vois que ça s'enflammait un peu beaucoup pour Chicago. Je n'osais pas trop dans les CQFR, mais genre calmons-nous. En tout cas, bref. Revenons sur OKC 145-117, 10e victoire de suite. 27 points, 12 passes pour chez Gilgeous Alexander, mais surtout, OKC termine avec le meilleur bilan de toute l'histoire de la NBA contre l'autre conférence, c'est-à-dire qu'OKC a gagné 28 des 29 matchs disputés contre la conférence Est. Ouais, domination monstrueuse. Sur ce match-là, c'était un petit peu la même chose. Là, dans le deuxième et le troisième quart-temps, OKC a fait vraiment ce qu'il voulait. Tu donnais les stats de Shai Gilgeous-Alexander, qui n'a même pas eu besoin de jouer plus que ça. Je ne sais plus combien de temps il a joué, je vérifie, mais voilà, 27 minutes seulement. Ouais, il y a pas vraiment eu match. J'étais un petit peu triste quelque part pour Josh Giddey. C'est un joueur que j'aimais bien. J'étais content de voir un petit peu, voilà, le run sur lequel étaient les Bulls. Ça aurait été sympa pour lui que ça soit un peu plus accroché, mais là, il n'y a pas photo. Est-ce que tu sais quelle est l'équipe qui a battu OKC de l'Est? Ça va être un truc absurde, j'imagine. Non, c'est plutôt Non? très évident. C'est Boston. Ah, alors,
Boston, ok. J'allais Ah dire bah oui, non, Cleveland, sinon. c'est les Boston et Celtics, c'est les Cleveland. Celtics. Non, parce que je me suis dit, ça se trouve, c'est un truc auquel on n'avait pas pensé, tu vois, genre le Orlando Oui, du début de saison ou un truc comme ça, mais ok. non, non, c'est bel et bien les Ouais. Celtics. Ça va me permettre d'enchaîner avec les Celtics, mais juste d'abord sur OKC, ils sont à 63-12, 10 victoires de suite. Ils ont encore un shot pour les 70 victoires. Il faut gagner les 7 derniers. Je me demande s'ils vont les chercher ou pas. Je ne suis pas sûr que ça serait forcément le plus malin, mais ils n'ont pas forcément besoin de faire jouer tous leurs joueurs pour aller les chercher. Donc peut-être juste besoin d'une conversation de groupe en mode bon, il y a 7 matchs, on les prend ou on les prend pas. Ça serait. C'est une bonne question et en même temps, ça reste. On l'avait dit en début de saison, hein, qu'on trouvait que cette équipe, elle était bâtie pour jouer la finale, que ça devait être son objectif. Et en même temps, ça reste une équipe jeune. Et dans ces cas-là, je pense que tu as quand même intérêt à arriver en playoff en étant sur une bonne dynamique. Bon, la dynamique sera bonne dans tous les cas, hein. Je vois pas de scénario catastrophe potentiel pour cette équipe, mais je pense que tu as quand même intérêt à. C'est ce que tu disais en fait. Je pense que tu peux aller les chercher sans forcément te mettre en danger non plus, quoi. Je parlais du coup de Boston. Je pointais du doigt le fait que les Celtics étaient les seuls à battre le Thunder. Je pense que les Celtics finissent cette saison exactement comme il le faut, en rappelant notamment à tout le monde que ça reste peut-être quand même la meilleure équipe dont on a un peu moins parlé cette saison, mais qui est la mieux placée pour faire le doublé. Boston est allé battre Memphis à l'extérieur 117-103. 56e victoire de la saison, 9e victoire de suite pour Boston qui est en train de dérouler complet et de monter vachement en puissance à l'approche des playoffs. Ouais, et puis là, ils ont joué sans Jalen Brown, donc sans l'un de leurs joueurs majeurs. Et après, il y a une entame bien disputée bien disputée par Memphis. Ouais, Boston a joué comme il s'est joué. Moi, j'hallucine quand même sur le niveau de performance de Al Horford avec ses 72 ans qui met 26 points, 8 rebonds sortis de banc. C'est quand même assez dingue finalement la longévité de ce joueur. Je serais curieux de voir combien de mecs qui restent de sa classe de draft. Tu sais, lui, ça doit être quoi, 2008, je pense, comme ce que c'était la draft C'est 2008 à mon avis. C'est ça, hein. Ouais, je serais curieux de voir qui sont les autres de sa classe de draft qui sont toujours vraiment dans les rotations. C'est 2007 même, c'est un an 2007, avant. oui, un an avant. Un an, il doit pas rester grand monde. Attends, si je peux regarder en direct en méga vitesse, je crois qu'on a ça sur NBA.com. Si on a qui sont déjà dans les staffs, qui sont déjà replacés en tant qu'assistants de sa classe de draft. Je vais te dire dans une demi-seconde, ça charge. Ils sont 4. Ils sont 4. Des joueurs plutôt draftés assez haut. Ouais. Il y a Kevin Durant. Ah bah oui. 2007, évidemment. Jeff Green et, Oui. Mike Conley. Ok. En plus d'Al Horford. Ouais. Voilà. Ouais. À part du coup, j'ai pas regardé. on sort le mieux. Vas-y. J'ai pas regardé si Jeff Green a joué. J'ai vu qu'il avait joué contre les Suns, mais j'ai pas vu si. Non, hier, il est pas sorti du banc face aux Lakers. Non, il a pas joué contre Los Angeles hier. Ouais. Mais ouais, alors Ford impressionnant et du coup les Celtics entament fort. Par contre pour Memphis, 5e défaite au cours des 6 derniers matchs et les Grizzlies n'ont plus qu'une demi-victoire d'avance sur les Warriors. C'est-à-dire que les Grizzlies sont à 44-31, il leur reste 7 matchs à jouer. Les Warriors sont à 43-31 avec 8 matchs à jouer. Vu la dynamique actuelle, il est possible que les Warriors prennent cette 5e place. Et je vais même aller plus loin. Je vais te dire, les Clippers et les Timberwolves sont à 43-32, un match d'écart. Et vu la dynamique actuelle, il n'est même pas à exclure que Memphis termine 7e ou 8e de la conférence Ouest s'il n'y a pas très vite la barre qui est redressée quand même. Mais vous en parliez un petit peu avec Shai dans le CQFR d'hier, mais vraiment c'est ce timing sur le changement de coach qui est vraiment incompréhensible parce que même si tu penses que Thomas Issalo, avec tout son talent, est ton coach d'avenir, celui sur qui tu veux miser, que tu veux pas perdre de temps, la situation dans laquelle tu le places, elle est hyper délicate parce qu'il n'a pas suffisamment de temps de toute façon pour vraiment 100% mettre sa patte. Alors bien sûr que sa patte était déjà présente dans le style de jeu, mais il peut pas vraiment s'imposer comme le boss et tout changer ou changer tout ce qu'il voudrait en aussi peu de temps. Et en même temps, si ça marche pas, dans quelle situation tu le mets, vu que là, si je me trompe pas, il a uniquement le statut d'intérim coach pour l'instant. Il n'a pas été confirmé comme nouveau head coach vraiment assuré. Donc, je continue de pas comprendre du tout le move des Grizzlies de ce point de vue-là. Ouais, ça, c'est un mystère. On en saura peut-être un peu plus à un moment, mais effectivement, c'est quand même très particulier. On peut parler des Clippers, justement, qui sont à la lutte pour cette 6e place, même
à ce stade presque pour la 5e place. Los Angeles continue de bien fonctionner. Los Angeles a été s'imposer à Orlando 96-87. 18 points, 20 rebonds, 5 passes d'Ivica Zubac, peut-être le joueur le plus sous-estimé de toute la NBA. 21 points de Kawhi Leonard, 21 points de Norman Powell, 20 points, 5 passes et 7 interceptions de James Harden. C'est vraiment le quatuor qui marche bien tous les soirs pour Los Angeles, c'est celui-là. Et les Clippers se rapprochent encore une fois un petit peu de cette 6e place. Ouais, bah là, pour le coup, c'est une équipe qui sait qui elle est, qui sait quelles sont ses forces. Qui est, on se répète un peu, mais qui est toujours aussi bien coaché par Tyronn Lue. Donc ça va être vraiment, c'est une équipe que personne va vouloir jouer, je pense, au premier tour. En tout cas, si Kawhi est toujours sur le terrain et toujours en forme, là, ce qui a l'air d'être le cas. Hein. Il a l'air de retrouver même un petit peu de. Alors, je vais pas dire qu'on a retrouvé le Kawhi de Toronto. D'ailleurs, hier, il n'était pas particulièrement adroit, mais dans l'impression visuelle, on le retrouve. J'ai l'impression qu'on le retrouve un petit peu avec ses qualités athlétiques. En partie, tu vois, il est un peu plus vif, explosif que ce qu'on avait pu voir par le passé. Donc ouais, voilà, c'est une équipe vraiment qui sera très embêtante à jouer. Ouais, il finit fort la saison, Kawhi Leonard. Sur le mois de mars, il est effectivement à plus de 25 points par match. Donc on est vraiment sur un joueur All-Star sur le dernier mois de la saison là, qui est vraiment en train de remonter en puissance. Je vais donner la stat que je donne à chaque match du Magic et j'ai l'impression de me répéter. 7 sur 26 à 3 points, 26% au tir, 27% à 3 points, pardon, 39% au tir. C'est de très loin l'équipe la plus mauvaise à 3 points de toute la NBA. C'est sans doute même, honnêtement, là, c'est fou, mais c'est une attaque qui est à peine meilleure finalement que celle de Washington ou Charlotte ou New Orleans, alors qu'il y a quand même Banchero et Wagner dans cette équipe. C'est assez terrible pour Orlando cette saison en fait. Mais hier, ils mettent 87 points. C'est Ouais. tellement indigent en fait. T'as aucune chance de gagner en fait. Je dis pas, il y a la défense des Clippers en face, mais si c'est ça ton potentiel offensif, t'as aucune chance de gagner. Et ce qui est fou en fait, c'est les deux visages entre, si tu prends la première semaine de la saison d'Orlando et puis maintenant, t'as l'impression que c'est même pas les mêmes équipes. Je la trouve un peu amorphe en fait. J'ai l'impression qu'ils sont ils donnent l'impression d'être à bout de solutions en fait. C'est exactement ça, je partage tout à fait cette impression. Et Orlando qui est sous la menace de Miami, justement Miami qui va beaucoup mieux. Alors il y a eu 10 défaites de suite, et là maintenant 5 victoires consécutives. Le Heat a rechargé les batteries, s'est recentré sur le duo qui fonctionne Adebayo, Tyler Hero. Alors bon, là c'est la victoire contre les Wizards, 120-94, mais victoire quand même, et 5e de suite comme je le disais. 28 points, 12 rebonds pour Bam Adebayo, 27 points pour Tyler Hero. Avec aussi 5 passes, 5 rebonds. C'est le tandem qui fonctionne et Miami retrouve un peu de l'énergie, on va dire. Et je me demande si c'est même pas la première fois que ça arrive qu'une équipe qui a gagné 10 matchs, qui a perdu 10 matchs de suite arrive à en gagner 5 de suite dans la foulée. J'ai vu passer une stat comme ça. En tout cas, oui, tu as bien résumé la situation en ce qui concerne le duo Bam Adebayo et Tyler Hero. Il y a Kelly Ware qui a encore une fois été très impactant dans le match. Il y a une action assez folle où alors j'arrive toujours pas à savoir si c'était volontaire ou pas, où il y a une passe lobée, mais en fait là-bas, elle va directement taper la planche. Et il prend le rebond, il met un dunk sur deux personnes. J'ai bien aimé cette action parce que c'était le spécial entre Dennis Johnson et Larry Bird de la grande époque des Celtics, où voilà, quand le défenseur passait devant Bird pour l'empêcher d'avoir la balle, au lieu de simplement de tenter une passe lobée, Dennis Johnson lui envoyait la balle contre la planche pour qu'il puisse la récupérer au rebond offensif et marqué. Donc j'ai bien aimé cette action. Je vais dire que c'était un plan dans le plan de jeu de Miami et que c'était volontaire. Mais ouais, non, belle performance quand même de Miami qui remonte un peu la pente. Je comprenais pas en fait quand même cette série de défaites, je la comprenais pas parce que sur le papier c'était quand même il y a quand même trop d'outils pour enchaîner autant de défaites, je trouve. Ouais, c'est clair, c'est pas une équipe comme Charlotte ou Washington, etc. On est quand même sur une équipe qui a du talent. Il y a un joueur que j'aime beaucoup à Miami, il fait une première saison un peu discrète, mais c'est Pele Larson. Et là, ça fait 2 matchs de suite qu'il est bon. Il a mis 14 points dans le match d'avant. Là, il a fait 15 points, 7 rebonds, 5 passes. Voilà. Si vous cherchez un chouchou un peu obscur, complètement non conventionnel, moi j'aime beaucoup Pele Larson. Alex Sarr du côté des Wizards était pas dans un bon soir. Il a beaucoup tiré, 17 tirs, mais il a mis que 3 paniers, 3 sur 17 au tir, 1 sur 7 à 3 points. Il finit avec 8 points, 3 rebonds, 3 passes, 2 contres. Il y a eu 35 points de Jordan Poole.
Ouais, bah, je pense que t'as tout dit, hein. Ouais, ouais, effectivement, il n'y T'as a pas tout dit grand-chose à pour les rajouter. Wizards. Effectivement. On peut enchaîner, descendant un peu dans le classement. On peut parler de Dallas. Brooklyn a battu Dallas 113-109, défaite à domicile des Mavericks, malgré le retour de Daniel Gafford, malgré la présence d'Anthony Davis. Alors Dallas était plutôt sur une dynamique à peu près correcte. Ils ont pas, c'était leur première défaite en fait avec Anthony Davis. Ouais, 12 points, 7 rebonds, 5 passes pour Anthony Davis, 5 sur 10 au tir, 28 minutes. Ouais, je sais même pas quoi en dire en fait. Parce que je comprends pas. En fait, je comprends pas pourquoi Anthony Davis joue. Pour être 100% honnête avec toi. Je comprends pas ce qu'essaie de faire cette équipe de Dallas. Enfin, si, enfin, ou alors faut que je me fie à ce qu'a dit la direction. Donc, ils essaient de gagner maintenant. Donc, ils veulent être champions NBA cette année. Mais voilà, je sais pas quoi en dire. Mais non, mais c'est bien. Tu as ouvert une porte intéressante. Pour le coup, sans parler du trade, tu as dit, je ne sais pas pourquoi Anthony Davis joue et je vais exactement dans ton sens. C'est-à-dire que là, Anthony Davis, je vais te donner ses stats qui prennent en compte en plus son premier match un peu extraordinaire où il a fait 26-16-7 en 30 minutes. Depuis, donc Anthony Davis, sur les 5 matchs qu'il a joué à Dallas, il tourne à 16 points de moyenne. Pas la performance d'une superstar, je vais relativiser après évidemment. 41% au tir pour Anthony Davis à l'intérieur, 21% à 3 points, 8 rebonds et 4 passes. Ça, c'est les stats d'Anthony Davis, sachant qu'ils ont gagné 4 de ces 5 matchs-là. Donc clairement, Anthony Davis, il n'est pas très productif parce qu'il n'est pas dans un grand état de forme. D'où ta question, mais pourquoi il joue en fait? Quel est le but de le faire jouer? Il a clairement besoin de repos et là il se force à jouer. En plus, pour un joueur comme Anthony Davis, c'est pas forcément la meilleure des idées du monde. Ça serait très bête qu'il se blesse. Tout ça pour finalement jouer le play-in. Et aujourd'hui, si on est très honnête, est-ce que Dallas est en position d'aller loin en playoff? Non, c'est impossible. Évidemment que non. C'est impossible. Avec Kyrie, j'aurais pu comprendre tu vois, si Kyrie était pas blessé, j'aurais pu comprendre en fait. Ne serait-ce que, on est quand même obligé d'y revenir, ne serait-ce que pour justifier le trade, pour dire bah non, nous on a dit qu'on voulait gagner maintenant, on pense que voilà, on s'y est pris. Enfin, c'était un petit peu, on a reconstruit l'équipe sur le fil, mais on y croit vraiment. Là, j'aurais compris, mais là, je capte pas du tout en fait. Je capte pas du tout. Ouais, moi d'ailleurs, j'y reviens, on en a parlé, je ne sais plus si c'était en off ou en on, donc je me permets de le redire, mais je trouve ça fou qu'on va avoir un play-in alors qu'il y a 6 victoires d'écart entre le 8e, les Clippers, et le 9e qui est Dallas, quoi. Il y a une équipe, elle est sous les 50% de victoire, il y en a une autre, elle est quasiment à 60% de victoire. Il ne devrait même pas y avoir de play-in en fait. Les Clippers Ouais. devraient être qualifiés d'office pour les playoffs. Alors Dallas pourrait avoir effectivement cette chance de passer via le play-in, c'est pas dit d'autre, c'est pas fait, parce que les défaites de Dallas et celles de Sacramento, dont on va venir après, laissent Phoenix dans la course. Aujourd'hui, on a Dallas qui est 9e avec 37 victoires, Sacramento 10e avec 36 et Phoenix 11e avec 35. Donc on voit que les Mavericks sont en train de pousser pour un espèce de run via le play-in. Il faudrait gagner 2 matchs de play-in pour aller jusqu'au play-off et ça serait pour jouer soit Houston, soit OKC a priori. Alors on peut imaginer que Houston, ils aient éventuellement une chance. Allez, disons-le comme ça. Et ce serait quand même un scénario incroyable. Tu Non, gagnes 2 matchs de non. play-in, tu sors Houston avec une équipe un peu de blessés. Oui, moi non plus, je pense pas qu'ils sortiraient Houston. Mais tu vois, et derrière, bon, il y a un match qui compte, je pense, aux yeux de Nico Harrison. C'est celui qui se jouera demain soir, Théo. C'est un match entre les Lakers et les Mavs à Dallas. Et je pense que Nico Harrison, il voulait qu'Anthony Davis soit présent. Mais c'est un traquenard, en fait. Si Anthony Davis, demain, il sort 13 points, 7 rebonds, pendant que Luka, il en met 35, Mais c'est un c'est un traquenard traquenard de plus. énorme pour Anthony Davis, surtout s'il n'est pas à 100% de ses moyens et tout. Dans quelle disposition tu mets ton joueur, en fait? C'est... Bon, bref. Parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, sa performance va être comparée à celle de Luka demain. S'il fait une meilleure performance individuelle que Luka, tant mieux. Mais en fait, du côté des Lakers, même si ça venait à être le cas, ils n'auront pas l'impression. Enfin, tu vois, dans tous les cas aujourd'hui, si on est très sincère, les Lakers sont dans une meilleure position suite à ce trade. Les Mavs sont dans une moins bonne position suite à ce trade. À l'instant T, on ne parle même pas de l'avenir, de l'âge. Là, à l'instant T, les Lakers sont dans une meilleure position. Demain, Luka, il peut shooter à 1 sur 37 s'il veut. Et les Lakers seront quand même. Ouais, frère, on est quatrième, tu vois. Tu vois, on est quatrième, on peut être troisième. On va passer un tour de playoff.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, les Lakers en tant qu'équipe, demain, ils ont tout à gagner, rien à perdre. Celui qui a un peu à perdre, c'est Luka pour l'ego. Alors que Dallas, c'est l'inverse, en fait. Dallas, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire que s'il y a une grosse perf de Luka et qu'ils perdent, c'est l'humiliation publique. Enfin, tu vois, je vois pas le. Alors, si, bien sûr, s'ils arrivent à prendre le match, bah, ils seront contents. Ils pourront dire, ouais, bah, c'est bien, on l'a pris. Ça prouve bien que notre équipe elle est prête pour gagner maintenant. Mais Et leur équipe, encore une fois, je le répète, tourne à 4 victoires en 5 matchs avec Anthony Davis. Là, c'était Hmm, la première défaite. bien sûr. C'est étonnant que ça tombe sur les Nets. Les Nets qui n'avaient pas gagné 2 fois de suite depuis très longtemps. Victoire de Brooklyn. Je parlais de Sacramento parce que Sacramento est encore dans cette course au play-in. Ouais. Sacramento ne finit pas très bien. Sacramento a perdu contre Indiana 111-109. Alors, il y a eu une grosse fin de match des Pacers quand même, hein. Il a fallu une grosse fin de match des Pacers pour aller chercher cette victoire, pardon, avec notamment Aaron Nesmith qui, je crois, a mis 16 de ses 24 points dans le quatrième quart-temps, ou 17 de ses 24 points en deuxième mi-temps, pardon. Ouais, c'est ça. Bah, match qui a été serré jusqu'au bout, en fait, avec gros double-double de Domantas Sabonis, 25 points, 16 rebonds. Et Tyrese Haliburton, 18 et 11. Ouais, bah écoute, là, j'ai l'impression que c'est. Alors, j'ai pas le classement sous les yeux, là. Je sais même pas où en sont les Kings. Tu peux me dire où ils en sont, hein? Ils sont dixièmes. Ils sont dixièmes, ok. D'accord. Dixième Bah avec écoute, une victoire d'avance sur Phoenix et une victoire de retard sur Dallas. très bien. Bah non, non, bah, belle victoire plutôt des Pacers qui ont quand même réussi à aller chercher. Parce que, encore une fois, ouais, c'était vraiment disputé. Ça se joue à 2 points. Voilà. Et Indiana, qui est quatrième de la conférence Ouest, qui a quasiment validé sa quatrième place, qui va jouer Détroit, une équipe inexpérimentée au premier tour des playoffs. Ça va être un premier tour intéressant d'ailleurs, inexpérimenté à ce niveau. Pas mal pour les Pacers, mais ils ont bien relevé la barre. Et derrière, ils auront un potentiel choc, a priori, contre les Cavaliers au second tour, si on ose se projeter un petit peu. Où clairement, la pression, elle sera complètement sur les Cavs. Encore une fois, les Pacers sont dans une position pour faire un run sans avoir vraiment de pression. L'an dernier, ils vont jusqu'en finale de conf. Là, eux, contre les Cavs, je pense, partiront clairement pas perdants. Mais tu vois, la pression, les Cavs ont fait une saison, tu es quasiment obligé d'aller en finale de conférence, surtout si au second tour, tu joues Indiana, tu vois, tu joues pas une des grosses armadas annoncées, que ce soit Boston ou New York, voire même Milwaukee à une époque. Donc, il peut y avoir beaucoup de pression sur les Cavs. Indiana peut jouer complètement libéré. Et quand Indiana joue libéré, attention, ça fait mal. Mais le premier tour face à Détroit, ça sera pas une partie de plaisir. Moi, je suis pas prêt encore à garantir que ça se passera aussi bien, aussi vite que ça, parce qu'ils vont quand même être testés dans leur retranchement, je pense. Enfin, poussés dans leur retranchement et testés sur leur cohésion et le mental. Elle va pas être cadeau, cette série. Je pense effectivement pas qu'ils la gagneront sec, ni en 5 manches. Je pense effectivement que ça peut donner un 4-2, mais je vois pas un scénario où Indiana se fait sortir par Détroit, par contre. Ça, je serais surpris. On verra, je me trompe peut-être, mais je serais assez surpris. Il reste un match cette nuit, c'était Charlotte. Charlotte a battu Utah 110-106, le Cancrico, quand même bien dire Shai, entre les équipes nulles, moi, voilà, comme j'aime bien le dire moi. Tidjane Salin, par contre, a fait preuve d'adresse, on en parlait dans le podcast d'hier. On Ouais. a fait un bilan de tous les Français, c'est toujours disponible, hein, sur la chaîne Basket Session, sur la chaîne YouTube de Basket Session. Je vous invite à aller regarder ça. Long podcast, on a débriefé justement la saison de tous nos représentants tricolores et on a parlé beaucoup de l'adresse de Tidjane Salin. Pour le coup, cette nuit, c'est rentré dedans. Donc, il a eu 25 minutes de temps de jeu. J'imagine que ce n'est pas un hasard. 12 points à 4 sur 5 au tir et 3 sur 3 à 3 points et 4 rebonds et 2 passes et 2 contres. Ouais, bah, ça faisait plaisir de le voir sur le terrain et de se montrer comme ça. Il y a Moussa Diabaté qui a pas joué beaucoup, mais qui a maximisé ses minutes, 4 points de rebond en 9 minutes de temps de jeu. Bon, après, franchement, je regardais à nouveau, là, je me frottais les yeux pour vérifier là, le 5 de départ du Tas. C'est quand même assez particulier, on va dire. Je peux le donner parce Vas-y, qu'effectivement, donne-le. faites un test chez vous. Combien vous en connaissez dans le lot? Isaac Ollier, Johnny Juzang, Brice Sensabo, Kyle Filipowski et Kiji Martin, le fils de Kenyon Martin. Avec, Voilà, attends, c'est aussi ce qui sort sur le banc, c'est beau parce que Keyonte George, bon, on connaît, bon prospect. Jaden Springer, Zvi Mikhailiuk et Oscar Chuebe qui a été un temps au Pacers. J'avais pas du tout. C'est le Oscar Chuebe, tu sais comment je le connais parce que c'est le fameux joueur à qui les Pacers ont voulu donner la balle le jour du record de Giannis.
Parce qu'il Ah avait oui, mis oui. 2 points. Voilà, c'est comme ça que je le connais. Entre-temps, je n'avais absolument pas percuté qu'il n'était plus à Indiana. Euh, voilà pour l'équipe du Jazz. Voilà, Euh, donc ouais. C'était un match pour les fans, hein. Match pour les fans. C'était pas le match à montrer à votre cousine qui veut savoir à quoi ça ressemble la NBA, quoi. non, clairement pas. C'est le genre de match qui renforce certains dans l'idée, non mais attends, tu crois vraiment que la NBA c'est plus fort que l'Euroleague? Oh, mais mec. Et ben, c'est typiquement le genre de match. Et sur ce genre de match, je peux que leur donner raison. Et je me moque, mais je suis moi-même partisan de l'Euroleague et fan de l'Euroleague. Mais non, il y a des matchs NBA qu'il vaut mieux pas regarder. Vu qu'on parle des équipes un peu nulles, je te propose qu'on enchaîne juste sur cette nouvelle sur les Pelicans. Zion et CJ McCollum. Je savais pas si t'allais parler des Pelicans ou des Suns, pardon. Des Suns, exact. Je sais, moi-même, dans ma tête, je me suis dit, c'est bien, il y aura la transition aussi sur les Suns, on pourra enchaîner. Dans le même lot, les équipes nulles. Non, Zion et CJ McCollum ne rejoueront pas cette saison. Après, moi, perso, je ne m'attendais pas à ce qu'ils rejouent cette saison. Alors, on est dans les calculs de fin de saison. Là. Il y a de la maximisation pour la draft à venir. Là. Encore une saison qui a servi à rien pour Zion, hein, quand même. Non, mais je suis désolé de le dire comme ça, mais... J'ai une stat, si tu veux, sur ça. C'est la Vas-y. 4e saison. Sur ces 6 saisons, c'est la 4e où il jouera moins de 30 matchs. C'est dramatique. C'est pour un talent aussi énorme qu'on attendait comme la Révolution. Et là, je suis... Là, vraiment, je suis partagé, hein. Je suis pas sûr qu'on le reverra avec le maillot des Pelicans à la rentrée prochaine. Je sais même pas si ça vaut le coup d'insister, en fait. Je suis un peu plus optimiste que toi. Pourquoi? Parce sur cette fin de saison, en fait, à partir du moment où il est revenu, il a enchaîné. Là, il y a eu une petite blessure. Et là, honnêtement, les Pelicans, hein, je suis sûr qu'ils pourraient jouer demain. Les Pelicans seraient en position de jouer les playoffs. Je pense qu'ils joueraient. Euh, il a enchaîné quand même pas mal à partir du moment où il est revenu. Et il a bien enchaîné, en fait. Il a été Ouais. vraiment bon. Et je pense qu'il a été suffisamment bon pour que les Pelicans se disent non, mais quand même, il est chaud. On est obligé de tenter notre chance, quoi. Tu vois, ils vont drafter haut. Moi, je serais pas surpris qu'ils reprennent sous le maillot des Pelicans la saison prochaine. Mais en fait, quand il est là, il est tout le temps bon. Il est tout le temps bon quand il est là. Mais il est jamais suffisamment là pour que ça change quelque chose pour ton équipe, en fait. Donc tout ce qu'on peut lui espérer, enfin espérer pour lui, et même c'était loin d'être aussi dramatique. Je repense à Stephen Curry sur le début de sa carrière, on disait il est fort mais il est tout le temps blessé. Est-ce qu'à un moment il arrivera à se débarrasser de ses problèmes de cheville? Et finalement il y a eu un déclic et puis tout s'est enchaîné, même s'il manquait pas autant de matchs que Zion bien entendu. Mais à part ça, je sais pas... Je comprends ce que tu dis Antoine et en même temps je me dis c'est peut-être le meilleur moment pour essayer de faire croire à une équipe qu'effectivement chaque fois qu'il est là il est bon et que ça mérite de donner des assets pour le récupérer. Mais bon, c'est... Ça, tu peux le faire, c'est le premier choix à la limite. Et encore, si j'avais Oui. Cooper Flag, j'aurais envie quand même de le voir avec Zion. J'aurais quand même envie de me dire, parce que si j'ai Cooper Flag, je me dis, c'est moins grave en fait. Mon équipe maintenant, au pire, si Zion il est pas là, on va faire un shift très naturel. On va tourner l'équipe vers le mec qui est là, tu vois. Et si Zion est là, c'est du bonus et j'ai 2 superstars qui viennent de la même fac. Tu vois, il y aura un petit truc. J'ai une équipe forte autour parce qu'il y a une équipe forte autour. Hein. Il y a du talent. Hein. Trey Murphy, CJ McCollum. Même si, pour le coup, s'il y a des trades que je dois faire pendant cet été, je pense que je vais réajuster un peu mon effectif en fonction de qui je draft. Mais du coup, si j'ai Cooper Flag, je peux éventuellement être tenté, mais dans le même temps, j'ai envie d'avoir Zion. Et les Pelicans, je trouve, contrairement à d'autres équipes, genre, je trouve il y a des équipes là très mal classées. Je pense qu'elles ont vraiment intérêt à avoir le premier choix. Tu vois, si Utah a le 3e, avoir Ace Bailey, c'est presque un échec. Tu as tanké comme des porcs et tu te retrouves encore une fois avec un mec dont tu ne sais pas complètement s'il va tout de suite te relever. Alors que les Pelicans, ils pourraient avoir 1, 2 ou 3. Bien sûr, c'est mieux d'avoir Cooper Flag, évidemment, mais tu vois, tu as Dylan Harper. Tu te dis, c'est parfait, je vais transférer des Dejounte Murray aussi, CJ McCollum, j'ai une autre star. Je garde Zion, par contre, tu vois, je me dis, en fait, il y a plein de raisons d'être enthousiaste que je draft 1, 2 ou 3 pour les Pelicans. Il peut y avoir quand même une saison l'an prochain bien plus excitante que celle-ci, mais bon, je crois qu'on dit ça à chaque saison des Pelicans. C'est ça, bien sûr, hein, sur le papier, elle est super cette équipe, quoi, mais ils ont enchaîné. Je veux dire, c'est une chose quand t'as une saison où t'as pas de chance, c'est hécatombe, tu perds tous tes joueurs les uns après les autres, mais là j'ai l'impression que c'est tous les ans, et tous les ans il y a leur meilleur joueur dans le lot, quoi. Enfin, leur meilleur joueur le plus talentueux qui est dans le lot. Ouais, c'est compliqué. Vraiment, c'est compliqué. Je vois ce que tu veux dire, et en même temps, je me dis, si tu récupères vraiment un très haut choix, effectivement,
est-ce que tu as vraiment besoin de... Est-ce que c'est pas plus intéressant justement de dealer Zion tant qu'il y a encore un peu de cote et de te dire, bah autour, je vais pouvoir récupérer des assets qui me serviront pour la suite, soit des joueurs pour l'encadrer maintenant, soit des assets qui seront plus sur sa timeline pour plus tard. Je sais pas. On verra, on verra. De toute façon... Ça fait partie de l'intrigue de l'intersaison. Voilà, Pardon, exactement. Non, c'est ça, c'est très bien. Les Suns, on le disait, les autres équipes nulles, les Suns seront privés de Kevin Durant pendant une semaine en torse de la cheville. Avant qu'on commence, tu voulais me partager quand même un petit truc sur les Suns, sur ce que tu as vu un petit peu sur le Suns Rockets d'avant-hier. Je me faisais la réflexion parce que, bon, je suis loin d'avoir regardé tous les matchs des Suns sur cette deuxième partie de saison. Je les ai regardés par-ci par-là. Et en regardant effectivement un bout du match contre les Rockets, j'étais atterré quand même par l'implication défensive de cette équipe. Et je pense sincèrement que parmi les équipes qui ont du talent, toutes les équipes très talentueuses qui sont construites pour aller gagner un titre, je crois que j'avais jamais vu une équipe avec cette étiquette-là être aussi dégueulasse en défense. J'ai pas d'autres termes en fait. Il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de rotation. Tout le monde s'en fout. Ils prennent 140 points un soir sur deux. Honnêtement, je pense que j'ai jamais vu ça pour une équipe qui était censée, encore une fois, qui a été assemblée pour jouer le titre. C'est dramatique, quoi. C'est dramatique. Ils ont déjà changé le coach. Ouais. C'est la 26e défense de la ligue. Ils prennent 117,2 points sur 100 possessions. Les seules équipes qui font pire, c'est les Sixers, les Wizards, le Jazz et les Pelicans. Voilà. C'est terrible. Ça te donne la catégorie dans laquelle tu te trouves. Sachant que juste devant eux, il y a les Spurs qui eux aussi ne jouent rien, puis les Nets, enfin bref, et les Hornets. Donc voilà dans la catégorie défensive dans laquelle se trouvent les Suns. Tout est dit, je pense, à partir de là. Allez, pour finir, un petit mot de NCAA. Chez les femmes, il y avait les deux autres affiches du Elite 8, les deux dernières affiches du Elite 8. Texas a battu TCU 58-47, si je dis pas de bêtises. TCU, c'est l'équipe que Shai aime bien, avec Hailey Van Lith. Mais bon, voilà, ça sort. Et Connecticut a battu USC qui jouait sans Juju Watkins, mon chouchou à moi. Victoire de Connecticut avec 31 points de Paige Bueckers et 6 passes aussi. Ouais, bah gros, énorme match. Elle venait de sortir d'un match à 40 points, là, mais 31, 6 et 4 interceptions, pardon. Et UConn qui retrouve le Final Four. Elles sont un petit peu fait peur dans le troisième quart-temps où USC est revenu très très fort, mais bon, derrière, il y avait suffisamment de talent et de savoir-faire pour prendre la victoire. Donc les affiches du Final Four, ça sera donc UConn qui va... Le choc, là, je pense que ça va être UConn contre UCLA sur le Final Four. Et de l'autre côté, il y aura Texas face à South Carolina. Et tout ça, ça se joue vendredi, si je ne me trompe pas, pour les deux premiers matchs du Final Four féminin. Yes, il n'y a pas les dates, donc je te fais confiance. C'est dans la nuit de vendredi à samedi. Et je te crois. Yes, impeccable. Je suis en train d'essayer de regarder Ah oui, pour les garçons, ça se jouera le dimanche 6 avril. Ne me demande pas pourquoi. Je vais vous partager ce truc-là. Le match Florida-Auburn chez les garçons, il commence à 12h09. Pourquoi 9 à 12h09? Et le match d'après, il est à 14h49. Pareil, c'est vraiment un truc qui me... Bon, voilà. C'est pour la petite histoire. On va s'arrêter là-dessus, mais je vous rappelle quand même que le MOOC Miami est toujours disponible. Une équipe qui marche bien en ce moment. Donc, allez vous renseigner sur son histoire, allez découvrir ou redécouvrir l'histoire du hit, de ses légendes. Il y a quand même des parcours très particuliers, pas que des stars d'ailleurs. On a beaucoup parlé de LeBron, etc. L'histoire de Brian Grant, par exemple, assez extraordinaire. Théo s'est retrouvé dans le nouveau MOOC. Le MOOC est disponible sur le shop de Basket Session. 240 pages dédiées au hit, les prêts de vente. Pendant les préventes, j'y arriverai jamais. Chaque CQFR, je me plante. Chaque CQFR pour prévente, chaque CQFR. Il n'y en a pas un où j'ai casé la phrase correctement. Pendant la période des préventes, les frais de port sont offerts. À chaque fois, les préventes sont offerts. Je suis parti pour dire ça et je m'arrête milieu de phrase. Donc, les frais de livraison sont offerts pendant la période de prévente et c'est jusqu'au 10 avril. Donc, il y a encore 9 jours pour en profiter. Ouais.
Pour la France métropolitaine, je me permets de le spécifier, on est désolé, mais à l'international, les frais sont vraiment trop élevés pour qu'on puisse s'aligner là-dessus. Et oui, bah, tu l'as dit, il y a des personnages avec des parcours de vie assez fous comme Brian Grant. Même moi, j'ai appris plein de trucs sur Alonzo Mourning, dont je connaissais la carrière, mais pas tant que ça, la vie personnelle, et notamment l'enfance, et c'est assez marquant. Il y a Tyler Hero, c'est toi qui as fait le papier, Antoine, si vous voulez savoir si ce sera voilà, le futur visage de la hit culture pour les années à venir. Voilà, il y a tout un tas de choses sur des légendes, des joueurs actuels, sur aussi des papiers un peu plus transversaux sur Miami en tant que ville de sport, parce qu'il n'y a pas que du basket à Miami. On vous invite à aller découvrir tout ça. Et vous noterez qu'on a fait ce CQFR sans poisson d'avril parce que nous ne sommes pas des F. Et je vous laisserai finir la phrase. Voilà. C'est trois lettres. C'est trois lettres, je laisse deviner. La première, c'est un F. Okay. Voilà. Moi, je finis en roue libre les CQFR. Maintenant, c'est mon objectif. On n'a pas encore pris de strike YouTube. Là, Théo, il va me couper au montage. C'est un passage que vous n'entendrez jamais. Si vous entendez ça, prévenez ma famille. C'est-à-dire que Antoine Pimel a fait des actions assez sales. Allez, bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Salut.